Bonjour à tous, c'est Thierry. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le trading, même si elles sont un petit peu décousues. J'ai fait du plein temps trading depuis 2017 en fait. Avant ça, j'avais une profession en simultané à gérer. Je suis auteur donc, sur Objectif Eco et sur d'autres sites boursiers dont Café Bourse de Yannick Colleux. Et je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un retour tout simplement sur ce que m'a apporté David Renan, en fait, de Objectif Eco, un autre auteur d'Objectif Eco, étant donné que parmi tous les auteurs que j'ai eu la chance d'essayer et de côtoyer sur Objectif Eco, bien David, je pense que c'est celui dont je connais le mieux l'offre, puisque j'ai été client de l'ensemble de ses offres pendant un certain nombre d'années, enfin pas toutes à la fois évidemment, mais j'ai été abonné à la fois à sa top list trimestrielle, puis à sa lettre hebdomadaire, et puis enfin à son offre premium pendant un petit peu plus d'1 an. Donc je vais vous en parler et vous donner un petit peu le retour d'expérience moi que j'ai des offres de David, parce que bon, ce qui est important et intéressant quand on trade, c'est toujours de se nourrir et de s'enrichir en fait de l'expérience d'autres traders, en particulier de ceux qui ne traitent pas de la même façon que nous. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans l'approche de David, c'est déjà que c'est quelqu'un qui mène sa barque dans une certaine discrétion, puis finalement, avec des vagues de hausse et de baisse, il accumule les gains, un petit peu comme un très bon joueur de poker discret, qui finalement finit par aspirer tous les jetons de la table. Donc bon, on sait qu'il a gagné environ autour de 2 millions ou un peu plus de 2 millions d'euros, puisque ça a été vérifié par un notaire depuis. Et donc bien entendu, moi j'étais très intéressé par la façon de trader de quelqu'un qui de façon régulière comme ça sur vraiment des années finalement est parfaitement capable de vivre de son trading malgré les aléas du marché. Alors j'ai retenu vraiment 5 points en fait, moi, qui m'ont accroché par rapport à la façon que j'avais de trader avant de rencontrer David, et qui font que aujourd'hui je trade assez différemment en ayant étudié un petit peu tout ce qu'il faisait, surtout en particulier sur la partie premium et puis sur la partie value. Alors la première chose au niveau vraiment trading pur que j'ai relevé en fait, eh bien ce sont en fait la capacité de David à faire des achats en fait à seuil de déclenchement, donc à seuil de déclenchement haussier, des achats lorsqu'on dépasse un prix, alors que souvent les traders ont tendance à faire plutôt de l'achat de limite, donc d'attendre de revenir sur un support. David a la capacité vraiment d'acheter dans des conditions qui moi me dépassaient complètement. Alors un exemple vraiment, c'est celle des résistances haussières dans des couloirs haussiers. Vous voyez, lorsqu'on a un titre qui est déjà en phase d'accélération, qui rejoint un couloir qui n'est pas horizontal mais qui est lui-même un couloir déjà assez incliné à la hausse, et qu'on arrive sur une résistance haussière de ce couloir, après déjà un chemin, une belle accélération vers cette résistance, j'avais vraiment beaucoup de mal en fait à rentrer sur le marché, étant donné que c'était très difficile pour moi en plus d'imaginer poser ou poser un stop loss après une accélération de ce style. Et en fait, d'expérience, je me suis rendu compte que ça dépendait vraiment du contexte de l'action et de son parcours sur les unités plus longues précédentes, en particulier lorsqu'on a vu une forte chute. Je pense par exemple à un exemple il y a quelques mois, c'était sur Technicolor. Technicolor qui était une action qui avait beaucoup chuté, et en fait on s'est retrouvé dans une espèce d'oscillation légèrement haussière comme ça. Et à chaque fois qu'on arrivait sur le haut de l'oscillation, eh bien en général j'avais tendance à prendre des bénéfices et à reprendre en bas du canal. Et puis là David nous fait ok, je vais passer un achat à seuil de déclenchement si on passe le canal haussier. Je dis après le parcours baissier qu'il y a, on est quand même dans une tendance toujours assez neutre ou baissière sur le long terme, en haut d'une résistance comme ça en dépassement, moi j'arrive pas. Et donc il a pris cet achat, et puis évidemment ça a été le début du vrai mouvement de reprise haussière sur l'unité plus longue que j'ai complètement loupé. Donc j'ai vraiment pris l'habitude de me secouer un petit peu plus et d'être plus agressif dans des dépassements de résistance, et même dans le cas où la résistance elle-même est haussière, en regardant un petit peu sur les unités plus longues le parcours du titre, et en n'oubliant pas sur les unités plus longues le chemin qu'il y a parfois à retracer à la hausse après des forts mouvements de baisse. Ça c'est la première chose.
La deuxième chose qui m'a toujours impressionné chez David, en fait, et qui me plaît d'ailleurs au-delà de cette deuxième chose, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui, comme je le disais, est discret, mais en plus qui trade à sa façon, et qui trade sans doute loin des lieux communs. Loin des lieux communs et des mantras et de tout ce qu'on peut entendre sur Internet, comme voilà la façon de trader, voilà la façon dont il ne faut pas trader. Alors on entend ça un petit peu partout, finalement vous avez des lois quasi universelles, et puis en même temps 85% des petits porteurs continuent de perdre de l'argent, et je ne pense pas que 85% des petits porteurs ignorent ces mantras et ces règles. Donc moi j'aime bien en fait les traders qui sont capables de montrer qu'ils sont réguliers, qu'ils sont résilients, qu'ils continuent de gagner de l'argent avec les marchés, et qui finalement appliquent leurs propres règles, loin de tous ces, on va dire, consensus. Et donc David, c'est assez ça. Moi, j'ai été impressionné par une chose, c'est qu'il gère un très grand nombre d'actions en fait sur son portefeuille. Et vous aurez sûrement entendu que par-ci par-là, le nombre idéal de titres dans un portefeuille, il ne faut pas dépasser 8 ou 10. Que ça ne sert à rien de s'éparpiller si jamais vous savez sur quel titre il faut vous appuyer, blablabla. Bon, moi, je ne partage pas forcément cet avis-là. En fait, je me suis rendu compte avec David, qui gère vraiment plusieurs dizaines d'actions simultanées, que si vous avez confiance dans votre système de trading et que vous savez que statistiquement, plus vous faites d'opérations finalement sur des titres, plus votre espérance finalement étant positive, vous allez engranger des gains. Le fait de diversifier sur un grand nombre d'actions, ça va lisser les risques en fait. Ça va lisser votre risque, vous allez faire des petites opérations à chaque fois par rapport à la taille totale de votre portefeuille. Mais ça va vous donner en fait un portefeuille relativement résilient, puisque vous savez que si vous passez un nombre suffisant d'opérations, par groupe de 10 ou 20 opérations, vous allez en moyenne avoir un résultat positif. Et donc c'est ce que fait David en ajoutant à ça la gestion multi-unité de temps, c'est-à-dire que dans son portefeuille, il y a à la fois du très court terme, donc vraiment de l'intraday, voire même du scalp, où il va aller chercher à faire 2%, parfois pas plus, sur des allers-retours très rapides. Et en même temps, il va avoir des actions dont il ne surveille presque pas le cours, et qui sont des actions vraiment de long terme, sur lesquelles il a investi par rapport à des critères fondamentaux et value. Et en fait, en investissant à la fois sur un grand nombre d'actions comme ça, et en étant capable de les segmenter par unité de temps, par horizon de temps, donc en ne les gérant pas de la même façon, et en n'allouant pas le temps qu'on a de disponible de la même manière sur chacune de ces actions, eh bien on répartit le risque et on arrive à avoir un portefeuille résilient. Donc derrière, vous avez d'ailleurs ma petite station de trading. Vous voyez, moi j'ai quelques écrans. Moi je recommande au minimum un écran externe pour n'importe qui veut faire un peu d'analyse technique et d'analyse graphique. Ça coûte pas cher, ça se plug directement à votre portable et ça vous donne un confort quand même visuel qui est important quand on fait des analyses tous les jours. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, le CAC fait moins, enfin je sais pas si vous le voyez, enfin tout est dans le rouge, on a le DAX à moins 1,20, le CAC à moins 1,13. Bon, moi je suis doucement à presque plus 50 euros, j'étais à plus 60 euros tout à l'heure. Donc tout ça pour dire que la plus de 90% des séances daily que je fais en fait sur les small et les mid caps finissent dans le vert. Ça grâce à la fois au fait que mes opérations ne représentent pas un gros pourcentage de mon portefeuille, en général c'est 1 à 2% de mon portefeuille mais maximum. Par contre je fais un assez grand nombre d'opérations, puisqu'il y a des opérations à la fois sur le long terme, sur le moyen terme et sur le très court terme. Et donc j'ai effectivement au total un certain nombre de titres à surveiller, mais comme ils ne sont pas sur les mêmes unités de temps, je ne les surveille pas de la même manière. Il y en a que je surveille avec beaucoup d'attention pendant la journée, il y en a que je surveille le soir à la clôture, et il y en a que je surveille pendant le week-end. Donc voilà. Donc ça c'est la chose aussi que David m'a apporté, c'est de ne pas avoir peur de gérer finalement plusieurs dizaines d'actions en portefeuille, à partir du moment où on sait bien organiser son temps. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, tiens, j'ai un petit écran qui s'est allumé, ouais, c'est mieux si c'est éteint, c'est mieux si allumé, pour les alertes. La troisième chose en fait, ça concerne les stop loss. Et comme je le disais, selon l'unité de temps de notre horizon d'investissement, on ne va pas forcément gérer les titres de la même manière. Et le stop loss, c'est encore une autre mantra. Vous allez l'entendre partout, il faut absolument mettre un stop loss dès le début, dès votre entrée en position, pour connaître votre ratio risk-reward, etc., etc. Et avec David, je me suis rendu compte que sur certaines actions, en fait, il ne met pas de stop loss. En tout cas, il ne les mettra jamais de façon automatique.
Alors ce sont bien entendu des investissements plutôt de long terme sur lesquels il a une base de fondamentale, mais en tout cas il va être assez agressif et résistant sur certaines valeurs, même si elles décrochent de 10 à 15 voire même 20%. C'est pas forcément pour ça qu'il va couper ses pertes, au contraire parfois il va avoir un ou deux ou trois niveaux de rentrée et de renforcement avant peut-être d'abandonner finalement la bataille si jamais vraiment il y a une nouvelle fondamentale qui tombe, qui enfonce le clou, un renversement de tendance fort, etc. Et finalement, c'est une stratégie que j'ai pas mal intégrée, pas sur le très court terme, hein, on est bien d'accord, mais par contre en swing ou sur des unités de temps encore un petit peu plus longues, je vais souvent rentrer en position sur plusieurs niveaux, sur plusieurs unités de temps, mais je vais passer une stratégie qui vise d'abord le cash, une entrée-sortie pour gagner du cash, à une approche qui est, c'est pas le cash qui compte, c'est la baisse du PRU d'actions qui ont une certaine valeur dans mon portefeuille et que je conserve sur le long terme. Ce changement de paradigme, il change beaucoup de choses sur le moyen terme. Surtout dans un univers où les algos se font un plaisir de vous massacrer avec des mèches hautes, des mèches basses, en faisant couper les stops, parce qu'il est très probable aujourd'hui que beaucoup d'intervenants sur le marché qui ont vraiment des fonds importants achètent les données des clients qui passent par d'autres brokers, donc ils savent exactement quelles sont les positions, qu'est-ce qu'il faut balancer pour déclencher combien de stop loss et jusqu'où va aller le cours. Ils ont une visibilité qu'on n'a pas du tout nous en tant que petits porteurs, et le fait de passer à un stop loss dans des niveaux qui sont assez évidents graphiquement, c'est probablement une espérance finalement négative à un endroit, parce que vous allez avoir systématiquement des mèches basses sur certaines unités de temps. Et moi je me suis rendu compte que sur un grand nombre de trades, si on trade avec plusieurs niveaux d'entrée et on secourt un support fort, majeur sur une unité de temps plus longue, eh bien on a souvent un rebond qui se produit. Si vous entrez sur 2 voire 3 niveaux, eh bien vous allez avoir finalement une moyenne de sortie positive, mais encore faut-il bien gérer la taille de ces lignes. Il ne faut pas rentrer dans des moyennes à la baisse explosive, vous allez avoir des lignes énormes et vous allez plus pouvoir gérer la taille de la ligne par rapport à votre portefeuille, parce que là vous allez angoisser et c'est le meilleur moyen de finir en perte. Donc c'est plus délicat et nuancé que ce que je dis, ne mettez pas de stop loss, faites des moyennes à la baisse, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis dans certains cas, sur le long terme, il est intéressant de rentrer en plusieurs fois, d'avoir un stop loss mental et de le mettre finalement beaucoup plus loin que quelque chose qui va risquer de se déclencher très rapidement. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai vu avec David, où je lui dis mais qu'est-ce que tu fais sur ce cours? Et je sais pas, c'est un truc long terme, je le regarde une fois par mois, etc. Voilà. Et donc ça m'a vraiment éclairci l'esprit sur la façon dont il faut allouer du temps de manière sélective au titre de votre portefeuille selon en fait l'horizon de temps. Au point d'ailleurs que moi j'ai segmenté maintenant mes portefeuilles et je gère 3 portefeuilles complètement différents selon l'unité de temps pour m'y retrouver de façon très claire. La quatrième chose en fait, eh bien, c'est d'être capable de couper ses pertes en fait quand il y a un changement fondamental fort sur un titre, et ça même si on sait manger une baisse de 15 ou de 20%. Ça fait mal, parfois ça fait pas plaisir, mais 15 ou 20% finalement, vous gardez encore les 80% du titre, et si vraiment il y a un problème, un squelette dans un placard qui a été découvert, alors je ne parle pas de nouvelles un petit peu artificielles où on balance quelque chose pour vraiment massacrer un titre à l'open, comme ça peut arriver parfois sur certaines biotech où vous allez avoir une ouverture un lundi matin à 75% de baisse par rapport au prix de clôture de vendredi. Là on est dans un tel extrême de survente que je ne vais pas partager une expérience là-dessus. Mais par contre, lorsque de façon assez homogène on a d'un seul coup un gap important sur quelque chose qui va faire moins 15, moins 20. Parfois, il ne faut pas essayer d'avoir un rebond technique. Il vaut mieux prendre ses profits. Et le plus souvent, dans ces configurations-là, effectivement, le titre continue de baisser le lendemain de la moitié ou des 2/3 de la perte de la veille. Donc, je pense aussi que c'est une bonne chose de savoir couper rapidement, même si la perte est à 2 chiffres en termes de pourcentage. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu faire David plusieurs fois et qui m'a beaucoup aidé dans mon money management et dans la réduction de mes pertes sur des lignes sur lesquelles parfois je m'attardais. Et puis le 5e point,
Alors là, on est vraiment au niveau du value pur et de la top list en fait de David. Ce cinquième point, c'est vraiment le fait que parfois avoir des sociétés qui étaient fortement décotées, c'était pas forcément suffisant. C'était pas forcément suffisant. Ça voulait pas dire que la société allait arrêter de baisser ou de latéraliser et qu'on allait avoir un rebond proche. Alors, le plus frustrant, c'est quand la société continue de latéraliser pendant des semaines et que vous vous dites mais quand est-ce que les autres investisseurs vont enfin voir que c'est une pépite? Donc là, vous avez du capital qui est bloqué pendant des semaines, voire pendant des mois, parce que vous ne pouvez plus lâcher. Vous vous dites j'ai acheté quelque chose, une valeur assez décotée, je ne vais pas la vendre maintenant avec une légère perte, etc. Et puis voilà, comme ça, vous bloquez votre capital qui pourra aller ailleurs, sur d'autres titres qui, eux, sont en tendance haussière. Ou voire pire, vous avez parfois des titres qui, malgré une valorisation vraiment très intéressante, je pense à des titres en 2020 comme Galapagos par exemple, où la capitalisation boursière dépassait largement la trésorerie, la trésorerie, excusez-moi, dans l'autre sens, dépassait largement la capitalisation boursière évidemment, et bien c'est un titre qui a continué de baisser. Et donc, je me suis pris une ou deux petites claques au départ lorsque je m'étais abonné à la top list de David, parce que j'étais benoîtement dans le confort de me dire, bon, maintenant j'ai payé pour une lettre value, donc ça va vivre sa vie, je vais prendre quelques actions, un peu au hasard, et puis de toute façon, globalement, ça va monter. Non, pas forcément, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut aussi, bien entendu, attendre le bon timing et un signal graphique qui vous permet de rentrer au bon endroit. L'analyse value pure, elle vous permet déjà un filtre très intéressant qui est, surtout pour ceux qui n'ont pas le temps de connaître l'histoire de toutes ces sociétés, et bien de retenir celles qui ont quand même un potentiel de rebond fort, parce que justement elles sont déjà sous-valorisées, puis surtout qui n'ont pas de squelette dans les placards, comme des programmes de CA, etc. Bon, je ne vais pas tout décrire, mais en tout cas c'est une condition nécessaire et pas forcément suffisante. Donc je me suis rendu compte de ça, et bon, c'est aussi pour ça qu'on a décidé cette année de lancer une offre commune avec David lorsque j'ai échangé avec lui, justement pour compléter ce niveau d'entrée en fait de son offre qui est la top list trimestrielle et que je complète maintenant en fait par des analyses techniques qui nous permettent de repasser en revue le top 40 en fait, top 40 à top 50, les mieux notés de ces actions pour y amener le timing et les seuils, la tendance et le cadrage de l'analyse technique dynamique. Bon, la deuxième raison pour laquelle on a fait une offre commune, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes goûts, puisque comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai une magnifique tapisserie qui irait très bien avec ces chemises hawaïennes. Donc j'espère un jour que David viendra ici pour qu'on puisse filmer en arrière-plan ma tapisserie avec une de ces superbes chemises quand même pour faire une vidéo d'anthologie. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a servi. Donc je vous refais un tout petit résumé. La première valeur ajoutée, c'était vraiment les achats à seuil de déclenchement, même sur des résistances légèrement haussières. Ça dépend du contexte, parfois il faut se forcer et ça peut être gagnant. La deuxième chose, c'est le fait de gérer un grand nombre de titres dans un portefeuille. C'est pas forcément une erreur, ça vous donne un portefeuille qui est résilient. Il faut simplement savoir s'organiser par rapport aux unités de temps de la valeur. C'est certain qu'on ne va pas gérer de la même façon des actions court terme, moyen terme ou long terme. Il faut un panachage, mais c'est clé, en tout cas pour moi, dans la régularité de mes performances. La troisième chose, c'est des stop loss. Il ne faut pas toujours en mettre. Ça dépend également du contexte. Ça dépend de l'horizon de temps sur lequel vous êtes placé. Parfois, il vaut mieux avoir un stop loss mental et que d'avoir des stop loss qui risquent de se faire couper le plus souvent par des algorithmes. Quatrième chose, quand il y a un changement fondamental fort sur un titre, même s'il a perdu 20%, il vaut mieux prendre ses pertes, aller voir ailleurs, parce que souvent ça va continuer de peser sur le titre. Et la cinquième chose, un petit peu à contrario, c'est que par contre, le côté value et fondamental pur, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour garantir une progression positive de la valeur, même sur plusieurs mois. Voilà, je vous souhaite un excellent trading, d'excellents investissements. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.